Pour soi, Leilui Nishmat, Rabbi Nissim Chai, Ben Mesoudi Jacqueline, Shti Nafshot Sura B'Tzror HaChaim, Amen. Alors on va parler, Bezrat Hashem, aujourd'hui des halachot de Rosh Hashanah. On va essayer de mettre un accent particulier sur Rosh Hashanah qui tombe un Shabbat. On va essayer de ne pas trop s'étendre sur chaque point pour pouvoir, Bezrat Hashem, parler d'un maximum de points. On a quand même la semaine prochaine encore pour parler des Rosh Hashanah. Donc on va essayer, Bezrat Hashem, de passer en revue tout ce qu'il faut connaître. Tout d'abord, la veille de Rosh Hashanah. La veille de Rosh Hashanah, cette année ça tombe un vendredi. La veille de Rosh Hashanah, pour celles qui ont l'habitude de faire Shacharit, à Shacharit, on ne fait pas les Tachanounim. Un peu comme toutes les veilles de Yom Tov. La veille de Shavuot, à Shacharit, on ne fait pas les Tachanounim. Comme Rosh Hashanah c'est un Yom Tov, on ne fait pas les Tachanounim. Évidemment, à Mincha, on ne fera pas. Même à Shacharit, on ne fait pas. Donc vendredi matin, on ne fait pas les Tachanounim. Si par contre vous faites les Slichot, le vendredi matin on fait, c'est vendredi Mincha qu'on ne fait pas. Oui, à Mincha on fait. Voilà, là je parle de vendredi matin. Maintenant, si vous allez faire des Slichot, disons que vous allez faire des Slichot, et que les Slichot elles sont à, je sais pas, à 8h du matin, donc on est déjà en journée. On peut quand même faire les Tachanounim. À la Filat Shacharit, non. Au Slichot, on peut, pour plusieurs raisons qui sont expliquées par les décisionnaires, on peut. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, la veille de Rosh Hashanah, il y a une coutume qui est très répandue, c'est de procéder à la Tarat Nedarim. On sait que les Nedarim, les vœux, c'est quelque chose qui engage, et que quand on ne respecte pas les vœux, eh ben, c'est très problématique. On va passer une journée à prier et à se rapprocher d'Hachem, et à être jugé. Donc on aimerait être désaliéné de tous nos vœux. Donc on procède à une Atarat Nedarim. Les hommes, ils peuvent très bien aller faire la Atarat Nedarim. En général, le matin, Shacharit, les gens ils font Atarat Nedarim. Souvent les Slichot qui ont lieu la veille, ils font aussi Atarat Nedarim. La question c'est la femme. Comment les femmes, elles peuvent s'acquitter? Le Rav Steinbuch, il dit que les femmes aussi elles sont concernées par Atarat Nedarim. Lui, il veut dire peut-être même encore plus parce que elles ont plus tendance à faire des Nedarim. Je te jure sur la tête de ta mère quand elle parle à son mari. Vous comprenez? Donc on a tendance à faire des Nedarim. Donc il faudrait qu'elle fasse. Comment une femme elle peut faire Atarat Nedarim? Donc soit elle va aller aussi au Bet Knesset. Dans beaucoup de minyanim, il y a des slichot et il y a aussi une Ezrat Nashim pour les femmes. Donc quand on récite le texte, les femmes elles peuvent prendre leur part. Question si elles ne peuvent pas, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Alors il y a un grand chidouche, c'est qu'on peut nommer son mari Shaliach pour une femme mariée. On peut nommer son ami Shaliach, son mari Shaliach. Shaliach, c'est-à-dire un envoyé. Ça veut dire qu'avant que votre mari aille au Slichot ou à Shacharit pour faire la Tarat Nedarim ou les Slichot, vous lui dites, regarde, je te nomme Shaliach pour aller faire la Tarat Nedarim en mon nom aussi. Maintenant, pourquoi je dis le mari? Pourquoi je dis le mari? Il faut que ce soit explicite, oui. Pourquoi je dis le mari? Parce que la halacha, c'est qu'on ne peut pas nommer Shaliach pour faire la Tarat Nedarim à part son mari. Ça veut dire, a priori, on aurait pu dire, ben, c'est pas grave, demande au voisin, demande au je sais pas qui, demande... Non, dans la Tarat Nedarim, à part le mari qui lui-même peut occuper la place de sa femme, sinon il faut que la personne elle-même soit présente. Donc pour une femme mariée, c'est plus facile, elle peut demander à son mari de faire. Venez, on arrive tout de suite à vendredi soir. Vendredi soir, ça va être Rosh Hashanah. Il acquitte aussi les enfants, le mari? S'il a des enfants plus que Bar Mitzvah? Non, qu'ils viennent, il faut qu'ils viennent. Ah, les enfants? Non, pour Atarat Nedarim? Ouais, qu'ils viennent eux aussi. Mais une fille 17 ans, elle peut dire à son père, t'es mon Shaliach? Non, qu'une femme à son mari. À qui? Alors la jeune fille, il faut qu'elle aille. Qu'elle aille, voilà. Ah, d'accord. Maintenant, regardez, on a... on va devoir se préparer. Cette année, ça va être Rosh Hashanah, donc Yom Tov, et en même temps Shabbat, vendredi soir. Il va y avoir quelques petits machins à connaître et quelques petites halachot que j'aimerais bien rappeler tout de suite. Première halacha, c'est que vous savez très bien qu'il y a une grande machloket entre les Ashkenazim et certains Sfaradim. Quant à savoir, est-ce que d'abord on fait la bracha de la Katnerot Shabbat et après on allume, ou est-ce que d'abord on allume et après on fait la bracha? La coutume Ashkenaz, tous les Ashkenazim sont d'accord que d'abord on allume et après on fait la bracha. La coutume Sfarad elle est partagée. Il y a le Rav Ovadia qui dit que d'abord on doit faire la bracha et après on doit allumer.
Et il y a le Ben Ishraï et certains postim qui suivent le Ben Ishraï, certains Marocains aussi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme les Ashkénazes, que d'abord ils allument et après ils font la bracha. Mais pas Yom Tov. Oh, ça c'est Shabbat. Maintenant, en un mot, a priori, le plus logique, ça serait de dire que quoi? Que d'abord tu fais la bracha et après tu allumes, ou que d'abord tu allumes et après tu fais la bracha? T'allumes après tu fais la bracha. Non, tu fais la bracha. le plus logique, tu fais la bracha. En vertu du principe qui s'appelle Game over. Over la siatan. Mais le cas n'est pas là, nous Ouais, la c'est vrai. réponse. Over la siatan. C'est quoi over la siatan? C'est que d'abord on doit faire la bracha et après accomplir la mitzvah. Et c'est vrai dans quasiment tout. Avant de fixer la mezouza, tu fais la bracha. Avant de sonner le chauffard, tu fais la bracha. Avant d'accomplir n'importe quelle mitzvah, tu fais la bracha. Sauf les exceptions. Donc là, a priori, la logique, ce serait de dire d'abord on fait la bracha, après on allume. Alors pourquoi les Ashkenazim et certains Sfaradim ils disent non, d'abord on allume, après on fait la bracha? Parce qu'ils disent peut-être que le simple fait de réciter la bracha, ça fait que tu as reçu sur toi Shabbat. Et si tu as reçu sur toi Shabbat, tu peux plus allumer. Même si ton allumette est déjà allumé, tu peux plus allumer des bougies, tu as déjà reçu Shabbat, c'est un saut. Donc c'est pour ça que les Ashkenazim et certains Sfaradim ils disent d'abord on allume. Même si tu me dis qu'en allumant j'ai reçu Shabbat, c'est pas grave, on va rester une bracha quand on a déjà allumé. Après, on laisse l'allumette s'éteindre tranquillement, et puis voilà. Ok? Ça, c'est les Ashkenazim. Bien, Madame Sobagi, elle dit que ce n'est pas le style à Yom Tov. Yom Tov, on n'a pas d'interdit d'allumer un feu à partir d'une flamme déjà existante. Donc, si j'ai déjà allumé mon allumette, que maintenant je fais la bracha, ok, j'ai reçu Yom Tov par l'allumage, ok. Et alors, c'est interdit maintenant d'allumer des bougies avec une allumette déjà existante? C'est pas interdit. Donc la logique, elle veut que d'abord on fasse la bracha et après on accomplisse la mitzvah, ce qu'on appelle over la siatan. Et le problème qu'on avait Shabbat à faire ça, qui était que quoi? Là tout va bien? Le problème qu'on avait, Anaël, c'est ça? Et vous c'est... Je vais me rappeler. D'accord, le problème qu'on avait, il est résolu, n'est-ce pas? À Yom Tov. Oui. Très bien. Donc c'est pour ça que la plupart des poskim ashkénazes, Liel. Aurel. La plupart des poskim ashkénazes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent à Yom Tov, d'abord tu fais la bracha et après tu allumes. On est d'accord? Il y a certains ashkénazes qui disent non, on ne veut pas faire de différence entre Shabbat et Yom Tov. Mais c'est comme ça la coutume la plus répandue, même chez les ashkénazes, c'est de dire à Yom Tov, d'abord on fait la bracha, après on allume. Et les Sfaradim aussi, ils sont tous d'accord avec ça. Cette année où ça tombait Shabbat et Yom Tov, à votre avis, qu'est-ce qu'on fera? Comme Shabbat. Comme Shabbat. C'est Shabbat qui a le dessus, évidemment, c'est Shabbat. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Le deuxième jour, on fait un verre. Non, le premier jour. Le deuxième jour, c'est Yom Tov ordinaire. Donc, le deuxième jour, vous ferez d'abord la bracha et après vous allumerez. Premièrement. Deuxième halakha importante, c'est bien de préparer avant Yom Tov, donc vendredi, quand il fait encore jour, de préparer déjà les nérodes de Shabbat. À quoi je fais allusion? Et le Yom Tov. À quoi je fais allusion? Il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude d'allumer avec de l'huile d'olive et c'est une bonne coutume. Ces gens-là, en général, ils se servent d'un flotteur et d'une mèche. N'est-ce pas? Il y a certains poskim qui ont voulu dire que Yom Tov, tu n'as pas le droit de rentrer la mèche dans le flotteur. Pourquoi? À votre avis, comment ça s'appelle? Elle n'est pas la Milka, je sais, mais comment ça s'appelle? Bonnet, ouais. Très, ouais, très bien. Makebe Patif, ça c'est le terme. Un autre terme ressemblant, Metaken Mana. Tu crées quelque chose. Parce que le flotteur lui-même, il servait à rien. La mèche elle-même, elle ne pouvait pas tenir sans le flotteur. Donc tu crées quelque chose. Beaucoup de poskim ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent, mais tu fais rien, c'est fait pour, et c'est censé être comme ça, et c'est un petit acte très facile. Beaucoup de poskim disent que, mais si on peut tenir compte, le Raman Khalil, on va te marmir sur ça. Si on peut tenir... Hein? Moi, je prépare tout le temps. Voilà, si on peut tenir compte, vous avez des bougies, préparez aussi celles de Yom Tov avant. Donc pendant Shabbat, on va avoir l'allumage des bougies. À Yom Tov, on prendra ces flotteurs déjà existants et on les mettra. Maintenant, écoutez bien. Il y a une question qui m'a été posée. Je sais que les femmes, ça les met hors d'elles. Donc, je vais vous donner une solution. Vous allez arriver samedi soir. D'accord? Vous attendez que Shabbat soit complètement sorti. Yom Tov entre. Vous allez vouloir allumer vos bougies. Donc, vous êtes d'accord que c'est pas très classe de mettre le flotteur sur l'ancien qui est déjà éteint. Ok, vous allez rajouter de l'huile. Mais un flotteur sur un autre, ça fait un peu lourd, quoi. N'est-ce pas? Vous voyez de quoi je parle? Alors, est-ce qu'on a le droit de l'enlever ou pas? A priori, c'est Mouktsé. C'est bon. Mouktsé, ça ne sert plus à rien. Je ne peux même plus le rallumer.
C'est vrai qu'une bougie, c'est pas Moukse Yom Tov, parce qu'on a le droit d'allumer une bougie, mais ça se rallume plus. On a besoin de l'endroit. Non, le besoin de l'endroit, c'est vrai, mais ça, c'est cli chez Melarto le Issour, les Tzorech Mekomo, on a le droit. Là, c'est pas un cli chez Melarto le Issour, là, c'est rien. C'est comme un morceau comme une pierre, ça sert à rien. Alors, Halakha le Maaseh, voilà, je vous le dis, Halakha le Maaseh, on autorise de retirer. On se repose sur le Taz et Rabbi Akiva Iger dans les halachot de Yom Tov, qui disent qu'on autorise de déplacer du Moukse pour ce qu'on appelle Ochel Nefesh. Ochel Nefesh, c'est pas simplement la nourriture à proprement parler, mais c'est tout ce qui est nécessaire, qui est bien, qui est important. Donc même aujourd'hui, où on a de l'électricité, malgré tout, ça fait partie du Oneg Yom Tov et du plaisir de Yom Tov, du Simchat Yom Tov d'avoir de la lumière. Donc les poskim, ils autorisent de déplacer un Moukse dont on ne va pas se servir pour pouvoir faire Simchat Yom Tov, c'est autorisé. Donc sachez qu'on a le droit de retirer. Pareil, celle qui allume avec des petits trucs en... Je peux faire, c'est pour mettre la bougie. Hein? La bougie que je fais pour mon mari, je peux enlever ou je la mets à côté. Parce qu'elle va s'éteindre, elle va durer un maximum. Oh, mettez beaucoup d'huile. Oui, je mets beaucoup d'huile, mais elle s'éteint tout le temps. Tous les jours, je la change. Ouais, tous les jours, je change le flotteur. Et pourtant, il y en a deux. Ok. Alors, non, la question, elle. De flotteurs. Oui. Non, généralement, on met 2 flotteurs et une mèche. Souvent, ça marche beaucoup mieux. Parce qu'il y a une question pendant Yom Tov, est-ce qu'on a le droit d'allumer un air pour Yortzeit ou pas? C'est encore une autre question. Ah. Regardez, venez, on reste là pour l'instant concentré sur mais notre non, mais truc. aussi on peut faire avoir de H à H. Oui, mais malgré tout, il faut que le nerf ne soit pas ce qu'on appelle un nerf de Batala. Il faut qu'il y ait quand même un intérêt. Il y en a beaucoup Mais il y en a d'autres. qui vont fumer. Nagé Yom Tov. Attendez, Mais si j'allume une cigarette, je peux pas allumer ma bougie. Attendez, venez, on reste une seconde sur le Yann. Les cigarettes, ils veulent dire que c'est Ochel Nefesh. Venez, on s'embrouille pas trop pour l'instant. Donc on a le concept qui s'appelle, on a le droit de retirer pour mettre, on aura le droit de retirer pour mettre. Pareil si vous allumez avec des petits trucs, vous savez, en cire, en paraffine. Souvent en bas, il y a un petit morceau en fer qui souvent d'ailleurs c'est très dur de le retirer. Mais si vous remettez la bougie dessus, ça va rapidement s'éteindre. Donc à nouveau, on aura le droit de retirer ça. Pareil, celles qui allument avec des bougies en paraffine ou en cire, est-ce que c'est permis, Yom Tov, d'appuyer fort pour qu'elle rentre bien dans le pamote, dans le chandelier? Oui, sinon ça tombe. Hein? Sinon ça tombe. Ok. Est-ce que j'aurais le droit, par exemple, d'allumer avec un feu et de coller? Ça, j'aurais pas le droit. Est-ce que j'aurais le droit de prendre un couteau et de faire? J'aurais pas le droit. Mais d'appuyer fort et après ça va prendre la forme, ça les poskim ils autorisent. Maintenant je reviens à vendredi soir précisément. Vendredi soir, c'est le soir de Rosh Hashanah. Quand est-ce qu'on fait la bracha de Shechianu? Vous savez très bien que quand il y a une fête qui arrive, une fête qu'on n'a pas célébrée depuis un an, on doit faire Shechianu. Quand est-ce qu'on fait Shechianu? Marloquette entre la coutume Sfarad et la coutume Ashkenaz. La coutume Ashkenaz la plus répandue, c'est de faire Shechianu, pour la femme je parle, au moment de l'allumage des Nerot. Elle a allumé les Nerot de Yom Tov, après elle fait Baruch Ata Hashem, Shechianu Ekimanu Vegianu Azman Hazeh, et puis elle s'est acquittée de son Shechianu. Après la bracha des Nerot. Oui, après la bracha, après avoir allumé, après les Nerot. La vérité c'est que les poskim, ils ont beaucoup de mal avec ça. Même les poskim Ashkenaz, ils se demandent mais pourquoi? Mais c'est bizarre, mais qui rapporte l'allumage des Nerot, mais ça devrait être dans le Kiddush. Le Rav Moshe Steinbuch, il s'étend beaucoup sur ça, il veut essayer d'expliquer. En tous les cas, c'est comme ça la coutume Ashkenaz. La coutume Sfarad, c'est de dire qu'on fait pendant le Kiddush. Et donc, si la femme elle fait le Kiddush, dans le Kiddush elle fera Shechianu. Si c'est son mari qui fait le Kiddush, elle écoutera, elle s'acquittera du Shechianu de son mari. Donc elle n'a pas besoin de faire Shechianu au moment de l'allumage des Nerot. Ok? Maintenant, le deuxième soir de Rosh Hashanah, je suis désolé de vous faire un peu embrouiller, mais comme on parle de la Kat Nerot, je préfère rester dans la Kat Nerot. Le deuxième soir de Rosh Hashanah, d'accord, donc ça va être un Yom Tov. Est-ce qu'on récite Shechianu à nouveau ou pas? Non. Alors on a un grand problème, c'est que d'une part, c'est un deuxième jour de Yom Tov. D'autre part, il y en a qui veulent dire oui, mais c'est Gdusha Achat, Gdusha Arichta, c'est une grande Gdusha. Non, je crois. Les poskim, ils se sont beaucoup étendus dessus. Conclusion du Shulchan Aruch, c'est de dire, prends un nouveau fruit. Donc si c'est la femme Ashkenaz qui allume, au moment où elle va faire la bracha de Shechianu, qu'elle mette un nouveau foulard, un nouveau tailleur, un nouveau quelque chose, attendez 10 secondes, ou alors qu'elle mette un nouveau fruit devant elle. Et quand elle fera Shechianu, elle aura la kavana d'acquitter à la fois son nouveau fruit ou son nouveau vêtement et à la fois le Shechianu du deuxième jour. Si elle n'a pas,
de nouveaux vêtements et de nouveaux fruits et tout, Shulchan Aruch il dit, il prend le risque de ne pas être d'accord avec Mme Sobag, et il dit à Shulchan Aruch que malgré tout, le deuxième jour, on fera Shechianu. Pour l'homme, exactement pareil. Quand l'homme il va faire Shechianu au moment du Kiddush, oui, au moment où l'homme il va faire Shechianu au moment du Kiddush, le deuxième jour, il doit refaire Shechianu, il ne doit pas refaire. Le premier soir il a fait, on a compris. Le deuxième soir il doit refaire ou pas? Ben, c'est exactement le même doute. Faut qu'on fasse un cours sur le Shechianu. Ok, mais venez, on reste une seconde. Donc qu'est-ce qu'il fera? Aurélien, qu'est-ce qu'il fera? Eh bien à nouveau, il mettra un nouveau fruit à table. Ou alors il mettra un nouveau chapeau, une nouvelle veste, un nouveau vêtement. Et il fera au moment du Kiddush. Et quand il fera Shechianu sur cette chose-là, il acquittera aussi le jour de Rosh Hashanah. S'il n'a pas de nouveau vêtement, ben, il fera quand même Shechianu. Qu'est-ce qu'il y a? On peut faire, par exemple, la femme a fait kidouche, a fait la Blakat Nerot avec un nouveau fruit. Elle ne mange pas avec les bougies. Et après, le mari refait sur D'accord. Si le mari n'a pas écouté sa femme quand elle a fait Shechianu sur le fruit, ben, il a quitté. Il n'est pas quitté. Très bien, vous avez raison, on peut servir du même fruit. Ça, c'était la halakha de Shechianu au moment de l'allumage des Nerot. Le mari, juste au passage, je donne un cours cette semaine. À la fin du cours, il y a une dame qui dit, vous savez, moi ce que j'ai entendu de mon Rav, c'est que quand on arrive au Seder de Rosh Hashanah, eh ben, c'est bien de faire Mizmor Letoda, un Mizmor de remerciement. Pourquoi? Ben, parce que le simple fait que tu es présent à Rosh Hashanah, ça veut dire que l'année dernière, Hachem il t'a donné une année de plus. Je lui ai dit, mais je crois que même sans Mizmor Letoda, il y a une bracha exprès pour ça. Shechianu, tu nous as fait vivre. Veki Emanu, tu nous as maintenus. Vegianu la Zmanazé. Il n'y a rien de plus explicite que Shechianu, c'est pas peine d'arriver à Mizmor. Tu veux faire aussi Mizmor Letoda, la brioute. Mais je veux dire, n'oublions pas que c'est ça la kavana de la bracha. Merci Hachem d'avoir donné encore une année de plus de vie. On ne sait pas. Enfin, il a peut-être été décrété qu'on meurt en... Ah, comment vous arrivez à Rosh Hashanah? Non, on parle de l'année Ah, on parle de l'année L'année d'après, ouais, l'année d'avant. L'année d'avant. Si on considère que les livres de la vie, ça parle de la vie matérielle, ici, la vie physique. Il y en a qui veulent dire que la vie, c'est allusion. Mais on va pas rentrer dans ça maintenant. Venez, on continue. Donc on a compris. Quand on est invité chez quelqu'un, comment ça se passe? Pourquoi pour Shechianu? C'est le balabait qui doit faire ou tout le monde doit faire? Non, quand le balabait il fait Shechianu au moment du Kiddush, il acquitte tout le monde, y compris vous. Non, pas Amen. Vous répondez Amen et pas Baruch Hu Baruch Shemo. Ah, nous aussi on doit dire sur Amen. Vous dites non, lui dit Shechianu, vous répondez Amen. Et il vous acquitte. Ah, d'accord. Mais chaque personne dans chaque famille. Oui, chaque famille, c'est pas chaque famille, chaque maison. Je vais pas moi faire le Kiddush à quitter les gens qui habitent à Haïfa. Lui, question, si t'es invité chez des gens, tu dis Amen quand il y a pas la prière. D'accord. Tov. Ça, c'était pour la bracha de Shechianu et l'allumage des Nerot. Baruch Hashem, je pense que c'est clair. Maintenant, on commence le Kiddush. On va arriver au Kiddush de Rosh Hashanah. Le Kiddush de Rosh Hashanah, donc le premier soir, ça va être le même Kiddush que Rosh Hashanah en général, c'est-à-dire un Kiddush de Yom Tov, sauf qu'on va intégrer les passages spécifiques au Shabbat. C'est écrit dans le Marzor, ne vous inquiétez pas. Et il va y avoir un grand changement qu'au passage on retrouvera le lendemain dans la Tfila, cette année où ça tombe un Shabbat. C'est qu'au lieu de dire Yom Teruah, le jour de la sonnerie, on va dire Zichron Teruah, le souvenir de la Troie. C'est pas un jour de Troie, c'est un jour de souvenir de Troie. D'accord? Pourquoi? Shabbat, on ne sonne pas le shofar. Donc, il n'y aura pas de shofar, donc on dira Zichron Teruah dans le Kiddush. Sinon, le Kiddush, on a compris, donc on fait le Kiddush avec Shechianu. Le premier soir, c'est un Kiddush tout à fait normal, il n'y a aucun problème, tout va bien. Et puis, ensuite, on arrivera au Seder de Rosh Hashanah. J'ai une question. Le deuxième soir, on va aussi faire un Kiddush. On va aussi faire Shechianu. Quelle va être la différence entre le Kiddush du premier soir et le Kiddush du deuxième soir, à part que le deuxième soir, c'est pas un Shabbat? Voilà. On va passer de Shabbat à Yom Tov. Vous êtes d'accord que la sainteté du Shabbat est supérieure à la sainteté de Yom Tov? Oui ou non? La sainteté de Shabbat est supérieure à la sainteté de Yom Tov. Donc on doit faire une Havdalah. Ça va être quoi le Nusaf de l'Havdalah? Baruch Hashem Avavi Ben Kodesh, les Kodesh. Entre Kodesh et Kodesh, il y a plusieurs niveaux. Chachamim, ils ont trouvé une façon de pouvoir faire une Havdalah incluse dans le Kiddush, ce qu'on appelle la Havdalah de Yaknehaz. Yaknehaz, c'est un mot mnémotechnique. Si c'est trop compliqué pour vous de retenir un mot mnémotechnique, vous pouvez ne pas le retenir. Dans tous les cas, la Havdalah, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Yaknehaz. Yud, Kuf, Nun, He, Zayin. Yaknehaz. Ça n'a rien à voir avec l'acné.
C'est quoi Yakneaz? Yud c'est Yain. Yom Tov. Yain. Donc ça veut dire que dans un premier temps, c'est écrit dans le Marzor, vous inquiétez pas. Dans le premier temps, je fais Baruch Ata Hashem Elokeinu Borei Gefen. Ok? Kouf c'est quoi? Kiddush. Kiddush. Donc Baruch Ata Hashem, Asher Bacharban Mikola, etc. D'accord? Nun, Nerot. Ner. Tout Motzei Shabbat, on doit faire la bracha sur le ner. Donc on va s'approcher du ner, si vous voulez dans un instant je préciserai un tout petit peu ça. Et on fera Baruch Ata Hashem Borei Meorei Haesh. En plein kiddush, on n'a pas encore goûté le vin. On fait Baruch Ata Hashem Borei Meorei Haesh et on fait sur le feu comme tous les Motzei Shabbat. He c'est quoi? Yaknehaz. He c'est quoi Avdala? C'est quoi Avdala? Baruch Ata Hashem Avdi Ben Kodesh Lechol Ubenor Lechol Shema Yisrael. Baruch Ata Hashem Avdi Ben Kodesh Lekodesh. Au début on dit Ben Lechol et à la fin on dit. Et le plus compliqué, Zayin, ne soufflez à personne, ne soufflez pas, Zayin. Yaknehaz, c'est quoi Zayin? Zayin c'est Zman. C'est quoi Zman? Shechianu, Vekiemanu, Vegianu la Zman Azé. Donc Zayin c'est Zman, c'est le bracha, elle s'appelle la bracha du Zman. Ok? Donc ça va être ça le kiddush. C'est très simple, à la fin quand tu as fini tout ça, si tu as encore ton esprit normal, tu bois ton vin. Et tu t'es acquitté du kiddush. Maintenant, comment on fait pour le boré meoré haesh? Alors, on a plusieurs possibilités. Soit on se sert du ner neshama, si c'est pas éteint, du ner qu'on a laissé allumer vendredi. Parce que j'ai oublié de vous préciser, Erev Shabbat, vendredi, on va devoir allumer un ner neshama. Pourquoi faire? Mais pas que pour ça, pour pouvoir allumer vendredi soir. Samedi soir, excusez-moi. Donc ça j'ai oublié de préciser, c'est important. Maintenant, pour pouvoir faire Boré Meoresh, on a plusieurs possibilités. Soit on prend le ner qui a été allumé le vendredi. Il faut que ce soit une différente de celle de Shabbat. Lequel? La ner de Shabbat. Ou alors on allume une bougie de Shabbat, on fait la bracha Shabbat et Yom Tov et une grande bougie et c'est tout. Ah. Deux bougies ou il vaut mieux que ce soit une à part parce qu'il y a une grande question dans les poskim, est-ce qu'on peut se servir du ner de Shabbat pour allumer autre chose, que peut-être c'est un peu du bisayon. Ah non, c'est du Kodesh Kodeshim. Kodesh, mais là il est plus que l'autre. Et en général, on a la coutume de laisser une bougie à part, surtout si vous voulez fumer des joints ou une cigarette. Il vaut mieux avoir, allumé, ne pas prendre ça de lumière de Yom Tov. En tous les cas, on a compris que quoi? Donc comment on fait la Havdalah, le Boré Meoré Haesh? En général, on a l'habitude de faire Boré Meoré Haesh sur une bougie avec deux mèches, deux flammes. Pourquoi? Pourquoi deux? Pourquoi pas une? Parce que Boré, Meoré Haesh. Meoré c'est des lumières. Donc pour que le des lumières il est, bref, on prend ce qu'on appelle une avouka, ça veut dire qui a plusieurs mèches et on fait. Là, le problème c'est que j'ai qu'une bougie. Alors comment on fait? Alors premièrement, sachez que mes karadines on peut faire sur une bougie. Même au Shabbat normal. Quelqu'un il n'a pas de bougie, il n'a pas de flamme, il peut faire sur une. Il y en a qui mettent deux mèches. D'accord. Mais donc très bien. Donc premièrement on peut faire ça. Maintenant, ceux qui veulent bien faire, il y a deux possibilités. Soit ils peuvent approcher une allumette par exemple de la bougie du ner neshama. Dans les poskim ils disent qu'on peut aussi se servir des nérotes de Yom Tov pour faire la bracha de Boré Meoré Haesh. Tu as allumé tes deux nérotes de Yom Tov. Tu peux, si c'est des bougies par exemple en paraffine ou quoi, tu peux les rapprocher l'une de l'autre quelques instants, le temps de faire Boré Meoré Haesh, et après tu peux les écarter. Il y a des très longs nidonymes dans les poskim, Rabbi Yeshiv, Rabbi Moshe Feinstein et tout, mais en tous les cas, la plupart des poskim ils autorisent aussi bien l'un que l'autre. Ouais, dans l'idée on fait la Havdalah avant d'allumer les bougies de Yom Tov, non? Non. Ah oui. L'Havdalah on fait dans le kiddush. Et les bougies de Yom Tov on les allume avant le kiddush. Parce que c'est Kodesh, le Kodesh. Mais la bougie de toute l'année, de la Havdalah qui a ces deux mèches, on peut pas l'utiliser? Vous pouvez, mais après vous pouvez mieux éteindre. Éteindre n'a pas à éteindre, donc c'est. Non, mais il y en a qu'est-ce qu'ils font? Baal Tashrit. Comme disent les Français, Baal Tashrit. Il y en a qui font, ils prennent les petites et ils mettent deux mèches. Donc ça après. D'accord, il y a aussi des gens qui coupent leur ner Havdalah, comme ça ils sont un peu économes, ils prennent que. Il y a plusieurs possibilités, en tout cas on a compris. Et Meï Karadi, ne vous inquiétez pas, même si vous faites que sur une bougie, vous êtes complètement quitte de Boré Meoré Haesh. Pour l'allumette, quand on va allumer pour Shabbat, après ça va être Yom Tov. L'allumette, elle doit déjà éteindre le verre. Vous pouvez la mettre à l'endroit l'allumette, Parce c'est-à-dire. que normalement, l'allumette elle est allumée, c'est comme si c'était boosté. Quand on va la mettre dans la Yom Tov,
Non, une allumette pendant Yom Tov, c'est pas Elle fait la Mouktsé. pause, elle va s'éteindre. Une allumette pendant Yom Tov, c'est pas Mouktsé. Puisque c'est fait pour faire passer un feu d'un endroit à un autre et c'est permis Yom Tov. C'est pas Mouktsé. Shabbat, c'est Mouktsé. Pourquoi on est obligé de la retourner? Non, ça, il y a des gens, elle pose une bonne C'est quoi question. cette histoire de- Madame Alouche, elle pose une bonne question. Pendant longtemps, j'ai entendu ça. Et j'ai passé mon temps, j'ai même fait un cours sur le site sur ça. À mon avis, c'est une erreur ce que les gens disent. Il y a des gens qui disent que quand tu veux allumer un feu avec une allumette Yom Tov, il faut la mettre de l'autre côté, pas du côté rouge, de l'autre côté. Parce que quand tu mets le rouge, waouh, ça fait genre un grand feu. Mais c'est faux, c'est faux. Il n'y a aucun sens à cette halakha-là. Et si quelqu'un, enfin, quand je dis c'est faux, c'est que si quelqu'un veut me prouver qu'il y a un sens, je veux bien écouter. Mais j'ai réfléchi autant que j'ai pu, j'ai regardé dans tous les poskim possibles et imaginables. Non, c'est n'importe quoi. En tout cas, enfin, ça a l'air d'être n'importe quoi. Maintenant, j'aimerais vous dire autre chose. Donc on fait l'Abdallah, Yakneaz et tout, ça va? On arrive au Seder de Rosh Hashanah. Le Seder de Rosh Hashanah, tout d'abord, la plupart des poskim ils disent de le faire le soir, c'est pas la peine de le refaire le matin, bien qu'il y en a qui refont le matin. La plupart des poskim ils disent qu'on le fait les deux soirs, bien qu'il y en a qui disent que ça suffit de faire le premier soir, on fait le deuxième soir. J'insiste beaucoup sur l'importance de ce Seder-là. Parfois les gens ils ont l'impression que bon c'est pour les enfants, genre tu mets la pomme dans le miel, tu mets les 613 pépins de la grenade pour chez l'herbus rouilloté ou tu machin. Les gens ils ont l'impression parfois que c'est un peu de la blague. Alors sachez une chose, d'abord c'est une Gemara explicite, Kritout Davav, Simana Milta Hi. Simana ça veut dire la symbolique, c'est sûr que c'est des symboles, c'est sûr que c'est pas la grenade qui va te donner une bonne année, on a bien compris. Mais le siman, la symbolique, milta hi, milta, en araméen ça veut dire c'est une chose, c'est-à-dire ça a de la valeur. Donc simana, milta hi, ça a de la valeur. Tu aurais pu penser que ça n'a aucune valeur, c'est juste pour se rappeler de... Non, ça a une valeur. Shulchan Aruch il est posek cette halakha-là. Shulchan Aruch il est posek que le soir de Rosh Hashanah, on doit mettre à table des dattes, et des grenades, et tout ce qu'on doit mettre, on doit mettre. Donc ça veut dire que même quelqu'un qui est très intelligent, et qui peut conceptualiser des choses dans son esprit sans avoir besoin d'avoir de la matière face à lui, malgré tout, il fait cette coutume. Raphaël Kanevski aussi, il faisait cette coutume, pas que pour éduquer les enfants et les petits-enfants, parce que le siman, il a une valeur. Donc ça, c'était déjà quelque chose d'important à savoir. Maintenant, j'ai devant moi des dattes, j'ai devant moi des grenades, et j'ai devant moi une pomme avec le miel. Si je suis Ashkenaz, c'est sûr que j'ai ça devant moi. Et si je suis Sfarad, beaucoup de Sfaradim ont aussi copié un peu cette coutume des Ashkenaz. Alors, Boré Peri Haetz, je ne vais pas le faire 46 fois. Je le fais qu'une fois. Sur quel fruit je ferai Boré Peri Haetz? Donc on a compris, j'ai fait Kiddush, j'ai fait la Motzi. Maintenant, d'abord, pourquoi je dois faire Boré Peri Haetz sur un fruit? Parce qu'un fruit, ça vient ni pour rassasier ni pour accompagner le pain. Donc c'est pas acquitté par le Motzi. Le principe, retenez-le. Tout ce qui vient soit pour accompagner le pain, soit pour rassasier, c'est acquitté du hamotzi. Les fruits, ça vient ni pour l'un ni pour l'autre, donc on doit faire la bracha dessus. C'est soit rassasié, soit Soit pour accompagner le pain. Et les boissons. Par exemple, la chouchouka. Pourquoi vous ne faites pas chez Akol ou Adama, je sais pas quoi, sur la chouchouka? Parce que ça vient accompagner le pain. Le poisson, la viande, le couscous ou le gefilte fish que vous prenez le jour pendant le repas, pourquoi vous ne faites pas dessus chez Akol? Parce que ça vient pour rassasier. C'est ça le principe. Maintenant, vous posez une bonne question, vous dites les boissons, pourquoi on ne fait pas chacol sur une boisson? Parce qu'il y a un principe qui s'appelle En achila lelo shtia. Que si on veut pouvoir bien manger, quelquefois il faut boire, sinon on a du mal à manger, donc ça vient au service du repas. Bref, je ne m'étends pas là maintenant, c'est des cours d'une heure. Il y a une marlaquette là-dessus. Il y a une marlaquette, mais je prends la Non, de faire chacol avant le Nahon, très bien. Donc j'en reviens à mes fruits. J'ai des fruits, je dois faire la bracha. Sur quel fruit, quel sera le fruit qui aura le mérite que je récite la bracha? La grenade. Donc d'abord, fruit d'Israël. En Israël, il y a la date et il y a la grenade. Non, mais il n'y a pas souk. Je crois que c'était Enar et moi. Nahon. Alors le pasouk, très rapidement, Eretz, Trita ou Seora, Gefen, Tena, Verimon, Eretz, Zeit, Shemen ou Dvash. Hein? Les plus proches du Eretz. Le plus proche du Eretz. Alors, le premier Eretz, il y a Trita, Seora, Gefen. Donc le raisin, il est numéro 3. À partir du deuxième Eretz, Zeit, Shemen ou Dvash. Donc il y a Shemen Zait, là, l'olive. Et après, il y a le miel. C'est quoi le miel? La date, le silan. D'accord? Le plus proche de la date. Donc le plus proche numéro 1, ça serait l'olive. Mais là, on ne mange pas d'olive le soir du Seder. D'accord?
L'olive, ça fait perdre la mémoire, on ne veut pas qu'Hachem nous oublie. Donc on ne prend pas d'olive. On prend quoi? On prend tamar, la date. La date, c'est numéro 2. La date, c'est... Encore une fois, à partir du deuxième Eretz, d'accord, dans le Passouk, l'olive, c'est numéro 1, et la date, c'est numéro 2. Donc, alors que le raisin et a fortiori la grenade est numéro 5, à partir du premier Eretz. Ouais, vous avez compris, Eretz, Chita, Seora, Gefen, Tehena, Rimon. Elle est numéro 5. Donc, le fruit sur lequel il y a la Gdima Bibrachot, c'est la date. Tamar, ne pas confondre avec ta mère, on fait dessus la bracha. D'accord? Maintenant, attendez, juste une demi-seconde. Maintenant, j'aimerais vous poser une question philosophique. Vous pourrez vous régaler le soir du Seder en posant cette question à vos amis, à votre famille, à qui vous voulez. Une question très puissante. Très puissante. Et écoutez la question. La Gemara, elle ne parle pas de pommes dans le miel. D'accord? La Gemara, elle ne parle pas. Le Shulchan Aruch, il ne parle pas non plus de pommes dans le miel. Le Shulchan Aruch, il reprend les trucs de la Gemara. Le Rama, Rabbi Moshe Isserles, donc le Rav Ashkenaz, il rapporte la coutume de certains Rishonim qui disent nous, on a l'habitude de prendre la pomme, de la tremper dans le miel. Ok. Quand le Rama il dit nous on met de la pomme dans le miel, ça veut dire on met que de la pomme dans le miel, ou ça veut dire on met tout ce que la Gemara elle demande, plus de la pomme dans le miel. Le Rama d'ailleurs il dit pas nous on n'est pas d'accord avec vous les Sfarad, gardez votre Pkaïla pour vous et nous on met que de la pomme dans le miel. Il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit on a l'habitude aussi de mettre. Donc ça veut dire qu'à la table d'un Ashkenaz ou d'un Sfarad qui met la pomme dans le miel, il y a et Tamar, et Rimon, et la pomme dans le miel. Ok? Vient le Chafetz Chaim, donc un grand posek Ashkenaz, Chafetz Chaim, et il pose une question. Il dit quand tu prends la pomme dans le miel, est-ce que tu fais boré périette sur la pomme ou chez Akol sur le miel? On a un principe qui s'appelle Ikar et Tafel, que quand j'ai deux aliments, un qui est essentiel et un qui est secondaire, je fais la bracha sur l'essentiel et j'acquitte le secondaire. C'est quoi ici l'essentiel? Est-ce que c'est le miel et donc tu feras que chez Akol sur le miel et tu acquitteras la pomme? Ou est-ce que c'est la pomme donc tu feras que boré période sur la pomme et tu acquitteras le miel? Moi je viens et je dis au Chafetz Chaim de te prendre la tête. Qu'est-ce que tu fais maman du pile-poule pendant une demi-heure? Dans tous les cas tu as une date. Si tu as une date, tu as fait boré période sur la date. Il n'y a pas de boré période sur la pomme. Donc c'est quoi ce pile-poule là qui veut rien dire? C'est une question qui m'a beaucoup dérangé. Vous êtes d'accord que c'est dérangeant? Que si on... Parce que le Chafetz Chaim, il est d'accord dans une Chod Brachot que quand tu as une date et de la pomme, tu fais boré période sur une date. Et on peut faire un X, et puis après quand on va sur la date, et après quand on va prendre la pomme avec le miel, on fera la brasse pour le Ça, miel. c'est vous qui dites. Non, je sais pas. C'est vous qui dites. Le Chafetz Chaim, il dit pas. Le Chafetz Chaim, il dit je sais pas. C'est ou boré période sur la pomme ou chez Akol sur le miel. Qu'est-ce qui se passe avec les dates? C'est une question qui m'a beaucoup perturbé. Et mon fils, il m'a donné une réponse que j'ai adorée. Ce matin, j'ai donné cours dans un séminaire et il y a une fille qui a eu le mérite de donner la réponse de mon fils. Et j'ai adoré. Vous voulez proposer quelque chose, Anaël? On trempe la date dans le miel. Et on fait boré période parce que... Non, mais vous ne me répondez pas sur le Chafetz Chaim. Vous ne me répondez pas à l'incohérence qu'il y a dans les propos du Chafetz Chaim. C'est Madame comment? Marine comment? Alimi. Ah, je connais votre mari. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous dites? C'est vrai, Vous avez peut-être pas de date. Hazak. Mon fils, quand je lui ai posé la question, il devait avoir 14 ans, 15 ans, il me dit mais papa, tu crois vraiment que Haradin, à l'époque où il n'y avait ni exportation, ni importation, ni rien du tout, tu crois vraiment qu'ils avaient des dattes, des grenades, des fruits des pays chauds? Ils n'avaient pas, alors la pomme, à peine ils avaient peut-être des pommes, ou qu'ils avaient une pomme, ils avaient leur pomme et le miel, c'est pas qu'ils sont pas d'accord avec la Gemara, c'est qu'ils n'avaient pas. Donc il faisaient boré période, ils faisaient sur la pomme. Ben, vous êtes la troisième à avoir la réponse. Je trouve que c'est très joli parce que vous voyez, parfois on cherche midi à 14h alors qu'en fait c'est si simple que ça. Maintenant, les Ashkénazes, écoutez bien. Il y a des Ashkénazes qui disent ben si Baruch Hashem, aujourd'hui on a le mérite d'avoir des dates, et ben on fera boré période sur les dates. Il y en a qui ont dit mais non, mais notre coutume ça a toujours été de faire sur la pomme, on a toujours fait sur la pomme et tout. Alors Rav Eliashiv il dit écoute, si vraiment tu veux faire sur la pomme, tu as sur quoi te reposer, tant pis pour la date. Mais au moins, sois gentil, ne mets pas les dates à table au moment où tu fais boré période sur ta pomme, parce que c'est un manque de cavote pour les dates qui sont en principe numéro 1. Et ne mets pas non plus la grenade d'ailleurs. Bon, donc Ashkenaz, il y a deux coutumes chez Ashkenaz. Il y a ceux qui font comme Rav Auerbach qui disent on fait boré période sur la date. Et tant pis pour l'époque où ils avaient que des pommes, à Kesher, aujourd'hui on a Baruch Hashem. D'autres qui restent un petit peu avec cette coutume-là. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne.
Et donc on fera Shakol sur le miel. Question. Très bonne question, très bonne question. Très très bonne question. J'ai pas encore de. Ce matin, quelqu'un m'a posé la question justement dans ce cours. J'ai pas encore de conclusion très claire, mais logiquement, mais on reviendra à ça. Maintenant, regardez. On arrive aux légumes. On a du poireau, on a du potiron, de la courge, des machins, on a tout type de choses, n'est-ce pas? Est-ce qu'on fait la bracha dessus, le boré péri à Adama? Alors d'une part, c'est cuisiné. C'est un peu comme des salades. Les salades, on ne fait pas la bracha dessus. Mais normalement, Alors d'une part, non, on ne fait pas motzi avant. si, vous avez fait motzi. C'est juste. Donc quand vous la avez... radama, on ne fait pas. Alors c'est la question. Non, D'une on fait part, alors c'est la question. Pas avant le motif. Parce que si vous faites avant motzi, vous rentrez dans un autre problème. Parce que si vous mangez un kazaït, après vous avez un doute si vous devez faire bracha harona ou pas. Ok, il y en a qui font comme ça, Bémet. Mais la plupart des gens, ils font d'abord un motzi. Il met 25. Alors c'est quoi le problème? Si jamais... Vous avez prévenu depuis le début qu'il faisait froid ici. D'accord? Elle va se rattraper avec madame. Mais juste on fait bracha, c'est pas le problème. Hein? Si on fait bracha, on fait avant le kidouche, on fait la prière, on fait boire une pochette après. Non, avant kidouche, on n'a rien le droit de manger. Avant kidouche, on n'a rien le droit de Après manger. kidouche, pardon, enfin avant motif. Si vous mangez un kazaït, c'est un doute dans la reste qu'il faut faire bracha harona ou pas. Si je mange plus le kazaït. C'est un doute s'il faut faire bracha harona ou pas. Parce que ça fait partie du kidouche. De la même façon que vous ne faites pas bracha harona sur le verre de vin que vous avez bu, parce que ça fait partie du repas. Il y en a qui veulent dire que tout ce qui rentre dans le repas, c'est un doute. D'accord, Madame Halimi? Oui. Une fois, il y a un homme qui était en promenade, il voit une petite passerelle comme ça. Il n'était pas très rassuré, mais bon, il y avait une pancarte qui avait écrit que si on passe un par un, ça marche. Il est passé, il est tombé. Comment ça se fait? Il y en a 10 savants qui sont passés avant lui. Non, un par un, il était tout seul. Parce qu'un homme averti en vaut deux. Tov, c'était les blagues de mon époque. Alors regardez, le principe est le suivant. D'une part, c'est des salades. Les salades, on a bien compris qu'on fait un motzi sur quoi? Sur du pain. Les salades, on ne fait pas la bracha dessus. D'autre part, ne me dis pas que là, ces salades, elles viennent pour rassasier ou qu'elles viennent pour accompagner le pain. Le Shabbat en général, ou Yom Tov, tu ne mets pas des poireaux. Donc si tu mets ici des poireaux, visiblement, c'est que tu les mets Non, mais des poireaux. tous les Shabbats. C'est une salade de poireaux. Bah, c'est bon, les salades des poireaux. Ok, non, j'ai rien contre. Mais j'ai dit, si vous mettez, attendez, juste on rallume là, c'est éteint. 10 secondes. Voilà. Et j'ai dit, si vous mettez des poireaux, c'est très bien. Mais il y a des gens qui mettent pas de poireaux. Il y a des gens qui font des salades, ils mettent pas de poireaux. Donc tu peux pas dire c'est pour accompagner le repas, c'est pour rassasier. C'est vraiment parce que la mitzvah, elle demande de faire ça. Oui? Une fois, il y a une Marocaine qui faisait les... Comment on appelle ça? Les psychométriques. Ok, elle avait un exercice, on lui a mis une table avec 3 pieds. On a demandé qu'est-ce qui manque? Elle a répondu les salades. Donc c'est pas une salade. Alors pour vous, pour laquelle c'est une salade, il n'y a aucun doute. Vous ne faites pas la bracha. Mais pour les gens pour lesquels c'est pas une salade, il y a un doute. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais dans le doute, on ne fait pas la bracha. Il y en a qui recommandent, par exemple le Rav Ovadia, le Rav Mazos, beaucoup de poskim, d'amener un fruit dont on est sûr que c'est Adama. Par exemple, tu amènes une banane. Une banane c'est Adama, une banane c'est pas cuit. On a bien compris que ça vient pas pour accompagner le repas. En plus, tu pourras dire Yeratzon qu'on ait une bonne année. Et voilà, et t'es acquitté. Donc ça, il y en a qui font comme ça. Si tu peux trouver, tu peux mettre une pastèque aussi si tu veux. Mais c'est plus tellement la saison. Donc en tous les cas, tu mets un des fruits dont tu es sûr que tu peux faire dessus pour réparer Adama. Et t'es acquitté de cette façon-là. Moi, je pense personnellement, il y a des gens par exemple qui font des courges, là, des potirons, avec du miel, ils les font revenir dans le miel et tout. Les beignets, c'est devenu un bonbon, ça, c'est devenu un dessert. Alors sur ça, je pense qu'il n'y a aucun doute, pas peine d'avoir recours aux bananes. Je pense que sur ça, il n'y a aucun doute qu'on peut faire boré péri Adama dessus. Pas chez Akol sur le miel parce que c'est secondaire, c'est ta fèle. Non, mais c'est un beignet. C'est de la friture. C'est un beignet avec la farine, Avec un gâteau? Non, c'est de la friture. La courge, elle est Ok, très bien, frite dans très bien. comme de la pâte à beignet. Donc faites Adama. Ah, non. C'est secondaire la friture autour. Sauf si vraiment c'est un vrai beignet avec de la farine et tout, mais c'est autre chose. C'est comme un schnitzel qui est trempé dans de la farine et de l'œuf. Il y a un doute un peu. Ah, je sais pas. Je sais pas. Si vous mettez de la farine et que C'est mieux. L'essentiel, ça reste le... Ça reste la courge. Ouais. si vous mettez de la farine, il faut ensuite se demander c'est quoi le but de la farine. Est-ce que c'est
C'est juste pour la maisonnette. De quoi? Jamais la majorité des maisonnettes, elle prend sur tout, même s'il y a un tout petit peu. Je pense que Le maisonnote, même si un tout petit peu, ça prend sur tout. Mais il y a des conditions. Par exemple, dans une béchamel, il y a un peu de farine, vous ne faites pas maisonnote. Par exemple, dans des boulettes dans lesquelles vous mettez un peu de farine pour donner une texture, vous ne faites pas maisonnote bien qu'il y ait un petit peu. Il y a des conditions. Si vous voulez, je vous l'ai dit, vous les notez. Les conditions, c'est que le maisonnote, il vienne soit pour donner du goût, soit pour rassasier. Dans le cas de la béchamel, il vient, la farine, elle vient ni pour donner du goût, ni pour rassasier. Elle vient que pour donner une texture. Dans les boulettes, pareil. Et dans les schnitzels, c'est ça la grande question. il y en a qui disent que c'est mauvais. Il y en a qui disent c'est maisonnote, il y en a qui disent tu fais 2 brachot, il y en a qui disent que tu fais que chez Akol, il y a une grande marloquette dans ça. Bref, on a compris comment ça marche le seder de Rosh Hashanah. On a compris comment ça fonctionne. Ok? Par rapport, qu'est-ce qui est le plus important? Quand on a mangé, si on n'a pas mangé aucun fruit, qu'est-ce qui est le plus important dans le seder? Si vous pouvez manger aucun fruit, au moins faites les hiratson, mais il vaut mieux faire les hiratson avec un fruit. Au moins regardez le fruit, faites quelque chose. Je regardais, mais il ne pas le manger. Si vous ne pouvez pas le manger, ne mangez pas, vous n'allez pas vous... La figue, interdit. Est-ce que la figue de Barbarie, c'est considéré comme une figue? Mais elle part dans la Non, matinée. ça veut dire les figues, pardon. Je sais que sèche et fraîche, c'est très compliqué, donc on se l'est arrêté. Du coup, la figue de C'est pas Barbarie. écrit la figue dans les espèces de Rosh Hashanah. Maintenant, ils interdisent les T'as pas la figue? Non. Il y en a, non. Tamar. C'est sûr qu'il y a la figue. Il y a un tas de Mal- Pourquoi peut-être taper ça? Bah, peut-être dans la figue, il y a autant de tolaï qu'il y a de grains dans la grenade, donc chez Irbouch. J'ai pas compris parce que je suis sur le groupe et vous avez dit par exemple on n'a pas le droit aux amandes ou aux noix. Les noix on n'a pas le droit à Rosh Hashanah. Non, moi j'ai pas dit qu'on n'a pas le droit aux amandes, moi j'ai dit qu'on a le droit aux amandes, donc on n'a pas le droit aux noix. Les noix, c'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est que c'est déconseillé. Pourquoi? La noix, en hébreu, on dit comment? Égos. C'est quoi la guématria de égos? C'est vraiment que la faute. C'est la même que la guématria du mot chet. Chet, c'est une faute. Et dans Rosh Hashanah, on est très, très attentif même aux jeux de mots et aux... Vous voyez, je rigolais quand je vous disais que sur la banane, on pouvait faire qu'on ait une bonne année, mais c'est pas vraiment une blague. Ça veut dire, le Chafetz Chaim il dit, tout mot qui a une connotation, tu peux le prendre et faire un hiratson. Un avocat. Qu'on a un bon avocat, très bien. D'accord. Des noix avec dans du miel mélangé. C'est pas bien. Noix, on prend pas. Noix, c'est pas bien de prendre parce que c'est la guématria du mochet, donc on essaye d'éviter. Maintenant, il y en a aussi qui prennent pas les choses qui sont amères. Maintenant, le piquant, il y en a aussi qui ont voulu interdire. Bon, bref, regardez, venez, on reste concentré là. À moins que vous ayez des questions, mais sinon, venez, on reste concentré sur notre sujet. Donc, on a fait le seder de Rosh Hashanah. Après, on passe au repas. Après, on va dormir. Attention. Quelque chose qui n'est pas connu. D'après la halakha, le soir de Rosh Hashanah, le mari et la femme, ils ont le droit de se retrouver. D'après la halakha. Il n'y a pas d'interdit. Les seuls jours où c'est interdit de s'unir, hommes et femmes, c'est quand? Tisha B'Av, Kippour, et quand la femme elle est nida, évidemment. D'accord? Mais sinon, on a le droit. Maintenant, les poskim, les mekoubalim, ils recommandent, dans certaines dates, à certaines dates, de pas se retrouver. Par exemple, les 2 soirs de Rosh Hashanah, les poskim ils recommandent de ne pas se retrouver, de pas avoir une relation. Maintenant, là où les gens ils se trompent souvent, c'est qu'il y a des exceptions à la règle. Première exception, si c'est le soir du mikvé. Si le soir du mikvé de la femme, c'est soit vendredi soir, soit samedi soir. Alors là, non seulement on dit à la femme de se tromper, mais on dit aussi au couple de se retrouver, et que le mari n'est pas la rema d'avoir été obligé d'être avec sa femme, c'est une grande mitzvah d'être avec sa femme. Simplement, les poskim ils demandent, le lendemain matin, essayer d'aller au mikvé. D'accord? On sait bien qu'après une relation, c'est bien de se purifier du zéra, etc. Donc on essaye d'aller au mikvé le lendemain. Mais en tous les cas, il faut avoir la relation, il faut aller au mikvé, et il n'y a aucun problème. Ah, mais le mari va être un peu stressé à la tfila pour s'occuper des gosses et machin, tu te débrouilles. C'est ta mitzvah de ce soir-là, tu te débrouilles. Tu, ça veut dire le mari, la femme, tout le monde. Maintenant, deuxième exception, le Chafetz Chaim et les poskim. Si un mari il a grandement besoin d'être avec sa femme ce soir-là et qu'il sinon risque d'avoir des mauvaises pensées, eh ben, il vaut mieux qu'il soit avec sa femme et qu'il n'ait pas de mauvaises pensées. C'est une khumra, comprenez bien que c'est une khumra. Et les khumrot, elles ont des limites. Ça ne sert à rien de faire une khumra si c'est pour que ce soit au dépens d'autre chose.
Donc voilà, ça c'était pour la nuit les nuits de Rosh Hashanah. Au passage, j'avais pas prévu de parler de ça, mais je le dis quand même. Les Sfaradiotes, quand elles se trempent vendredi soir, Trempe avant la nuit. elles essayent de se tremper avant la nuit, pendant Ben Hashmashot, n'est-ce pas? Non, avant. Pendant maintenant, De quel pareil? les Sfaradiotes, le vendredi soir. Quelle heure par exemple? Ah, le vendredi. Si on allume une bougie à 7h, alors ça fait quoi? Si vous allumez à 7h, ça veut dire que la shkia est à 7h40. Non, mais c'est pas possible en ce moment. Non, c'est un exemple, c'est déjà. Ok. Ça veut dire quoi? La shkia, c'est quand il y a écrit sur le calendrier coucher du soleil. Shkia Tachama. Ok. En ce moment, la shkia, elle est vers 7h02, je crois, 7h04, 7h03. Donc, une femme qui doit se tremper au mikvé, par exemple, ce soir, elle n'ira pas à 7h03, elle ira à 7h20, 23, elle attendra qu'il fasse vraiment nuit. Quand c'est vendredi soir, il y a des poskim qui disent, et c'est comme ça la coutume sfarade la plus répandue chez les sfaradim, c'est de dire qu'elles vont se tremper à Ben Hashmashot. Toute l'histoire, c'est un problème d'eau chaude, quoi, de prendre un bain d'eau chaude, de se tremper dans de l'eau chaude. Donc les poskim, ils recommandent, je ne rentre pas dans tout ça maintenant parce que c'est un peu long, mais les poskim, ils recommandent qu'elles se trempent à Ben Hashmashot, comme ça, c'est pas encore complètement Shabbat. C'est entre les deux. Elle peut se tremper le lendemain soir. Hein? Elle peut se tremper le samedi soir à la place, si jamais c'est trop compliqué. En général, on n'aime pas repousser le tefila, c'est une mitzvah, c'est pour avoir des enfants, c'est... Attends, il y a des cas où on autorise de repousser, mais en tout cas, vendredi soir, il n'y a aucun problème de se tremper, on se trempe. Quand ça tombe à Yom Tov, est-ce que à Yom Tov, il y a le même problème ou pas? Et on dira aux Sfaradiot de se tremper à Ben Hashmashot ou pas? À mon avis, et je l'ai aussi prouvé longuement, à mon avis, non. Là déjà Yom Tov, on autorisera de se tremper quand il fait vraiment nuit. Et on conseillera même de se tremper quand il fait vraiment nuit. C'était au passage. Maintenant, venez, on termine avec... Pardon, juste, c'est pas conseillé d'aller avec son mari, mais on est permis, On sépare pas les lits. Non, on sépare pas les lits, voilà, d'accord. Ok. Kippour, on sépare les lits. Voilà. À Tisha B'Av, on sépare les lits. Là, on n'est pas considéré comme nida, quoi. Là, on n'est pas considéré comme nida bichlal, se toucher, s'embrasser. On peut juste la relation, on essaye d'éviter. D'accord. Mais s'embrasser, on peut, il n'y a pas de problème. Maintenant, je continue. Le lendemain matin, ça va être Shabbat. Quand Rosh Hashanah tombe un Shabbat, on ne sonne pas le chauffard. Pourquoi on ne sonne pas le chauffard? C'est pas interdit, c'est pas électrique, c'est pas une guitare électrique. C'est quoi le problème? C'est pas une trompette électrique. Pourquoi t'as pas le droit de sonner le chauffard? Non, il n'y a aucun problème à la chic de... L'interdit, c'est de peur que quelqu'un, il oublie que c'est Shabbat, il avait envie d'apprendre à sonner le chauffard, genre il est baltokia, mais c'est la première fois de sa vie qu'il essaye, et il va aller voir un enseignant, il va porter dans le domaine public un chauffard, et il aura fait une avera, de Horaïta, de Otsaha, Mirshut, Lershut. Yom Tov, il n'y a pas de problème de porter. Shabbat, il y a un problème. Les Chachamim, ils disent, je l'ai dit dans le cours juste avant, les Chachamim, ils disent, cette halakha-là, elle vient nous expliquer, nous montrer c'est quoi la gravité d'une faute. D'abord, on est d'accord qu'un Rosh Hashanah avec un chauffard, c'est pas comme un Rosh Hashanah sans chauffard. C'est plus dur à faire tes shuvah quand t'as pas le son du chauffard que quand tu l'as. Donc toute la communauté entière, tout le clan Israël, partout dans le monde entier va être privé du chauffard de Rosh Hashanah, de peur qu'il y ait un pelé et un demi-tondu qui se prend baltoké alors qu'il n'a jamais sonné une seule fois dans un chauffard, qui va oublier que c'est Shabbat, qui va sortir dans un endroit où il n'y a pas de héros avec son chauffard, et à cause de ça, tu prives tout le clan d'Israël d'une bonne teshuva, d'un bon chauffard, d'un quelque chose. Et Chachamim, ils disent, de là tu vois, c'est quoi la gravité de la faute. Oui, ça valait le coup que personne n'écoute pour qu'il n'y ait pas un juif dans le monde entier qui fasse une faute par inadvertance. Ça nous montre un petit peu c'est quoi la gravité de la faute. En tout cas, c'est comme ça la halakha. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est que le lendemain, évidemment, Baruch Hashem pourra sonner le chauffard. C'est pas la peine de faire le double de son, hein. On reste avec le même nombre de sons. Mais là, les Sfarades, ils vont être d'accord avec les Ashkénazes. En général, quand on sonne le premier jour chez les Sfarades, on fait la bracha de Shechianu. Ils ont du chauffard, ça fait un an qu'on n'a pas sonné, en tant que mitzvah. Le deuxième jour, on fait pas ça, on a fait le premier jour, on va pas refaire le deuxième jour. Les Ashkénazes disent on refait un peu comme au Kiddush. Comme au Kiddush t'as fait, au truc refait. Alors on demande au Baltoké Ashkénaz d'avoir un nouveau vêtement, d'essayer de faire un... Mais en tous les cas, cette année tout le monde fera Shechianu, puisque comme le premier jour on n'a pas sonné, même chez les Sfaradim, on fera Shechianu. Ok? Maintenant, je rappelle quelque chose de très simple et d'évident et qui fait l'objet d'aucune controverse. Les femmes, elles ne sont pas obligées d'écouter le chauffard. Le chauffard, c'est une mitzvah qui dépend du temps.
Les mitzvot qui dépendent du temps, sauf exception, dont le shofar ne fait pas partie, les femmes, elles ne sont pas obligées d'écouter le shofar. Si elles veulent écouter, c'est très bien, mais elles ne sont pas obligées. Par exemple, une femme que son mari va rentrer à midi pour aller lui sonner le shofar, elle aura le droit de manger avant. C'est pas comme une mitzvah qui lui incombe et qu'elle n'a pas encore accomplie, où tu n'as pas forcément le droit de manger avant. Quand ton mari vient pour te lire la Megillah et tout type de halachot, tu as le droit de manger avant, tu n'as pas le droit. Là, tu as le droit. Tu n'es pas obligé. Les femmes, elles ne sont pas obligées. Maintenant, si une femme, elle décide d'écouter le shofar, eh ben, c'est une très bonne chose. C'est considéré comme une mitzvah. Elle aura un salaire. La Gemara, elle dit Gadol metzuve veose, mishenu metzuve veose. Celui qui est obligé, qui accomplit la mitzvah, donc l'homme en l'occurrence, il est plus grand que celui qui n'est pas obligé et qui fait. De là, les poskim, ils déduisent ok, l'autre il est un peu moins grand, mais il a quand même une mitzvah. C'est pas, d'accord? Donc les femmes, elles s'essayent, dans la mesure du possible, d'aller écouter le shofar, le minimum du minimum, les 30 sons. Elles essayent d'aller écouter le shofar, elles essayent de s'écouter. Maintenant, si je viens sonner le shofar que pour une femme, je viens sonner le shofar à la maison et à ma femme qui n'a pas écouté. Ou alors je viens sonner pour un minyan de femmes, il n'y a que des femmes. Et moi, je me suis déjà acquitté au premier office. Est-ce que j'ai le droit de faire la bracha pour une femme qui vient écouter le shofar? Ça dépend si Ashkenaz. Sfarad, Ashkenaz. Sfarad, ils disent non. Ashkenaz, ils disent oui. Sfarad, ils disent non, parce qu'ils disent, comment tu peux dire dans la bracha, Asher kideshanu mizvotav, vetsivanu, tu nous as donné l'ordre? Non, tu n'as pas donné l'ordre, les femmes, elles n'ont pas l'ordre. Les Ashkenazim, ils disent, ok, mais quand tu dis à nous l'ordre, c'est pas nous les femmes. Nous l'ordre, c'est nous le clan Israël. Oui, nous le clan Israël, on a l'ordre d'écouter le shofar. Bref, je ne rentre pas dans tout ça. Enfin, je suis déjà rentré, c'est trop tard. Mais en tout cas, on a une marloquette ici. Donc moi, ce que je fais par exemple, chaque année, après le premier office, on me demande de faire une tkia pour des sonneries pour les femmes. Donc ce que je fais en général, avant de sonner, je demande est-ce qu'il n'y a pas une ashkénaze de service sur place qui serait d'accord de faire la bracha. D'accord? Les ashkénazes, elles n'ont pas toute honte. Il y en a qui n'ont pas honte, elles peuvent faire la bracha à voix haute. Elle fait la bracha. Les femmes, elles répondent amen. C'est très bien de répondre amen. Elles gagnent une bracha. Vous voyez? Ça veut dire que ça aurait, même les Sfaradim, ils auraient bien aimé que la femme elle fasse avec la bracha. Simplement, ils disent ça fait brachot laquelle. Mais s'il y a une femme ashkénaze qui elle fait façon elle peut faire, on profite tous. S'il n'y a pas de femme ashkénaze, eh ben tant pis. On écoute le shofar sans bracha, il n'y a aucun problème. Le principe qu'il faut que vous reteniez toute votre vie, c'est que brachot enam me'akvot. Dans une mitzvah, même s'il n'y a pas de bracha, la mitzvah, elle est là. Si je mets une mezouza sans bracha, la mezouza, elle est là. Si jamais je sonne le shofar sans bracha, même pour un homme, il a écouté le shofar, il est quitte. Dans toutes les mitzvot, si tu ne fais pas la bracha, tu es quand même quitte, sauf les mitzvot comme le birkat Amazon. Si tu n'as pas fait la bracha, ouais. Est-ce qu'on est quitte de la mitzvah si on entend de chez nous le shofar? C'est-à-dire, il y a la choute qui est juste à côté, nous on entend le shofar de la maison. Regardez, le Baal Tokea, il a la kavana en général d'acquitter, il ne sait pas qui est-ce qui se trouve dans la Ezrat Nashim. En général, il a l'habitude d'acquitter toute personne qui l'écoute et qui veut s'acquitter. Alors l'autre problème, c'est est-ce que c'est vraiment le son du shofar ou est-ce que c'est pas un écho? Parce que faut entendre le son du shofar lui-même et pas des échos. Parfois, il peut y avoir des échos quand c'est loin, quand c'est... Vous voyez, les échos, parfois, ils sont trompeurs. Vous comprenez? Il y avait un garçon, il était avare, très avare. Il voulait se marier. Et personne ne voulait dans l'avare. Il voulait pas se marier. Un jour, son rabbin lui a dit, écoute, on est avant Rosh Hashanah, tu vas aller dans une grande vallée comme ça, un endroit géant, tu vas voir le ciel et tout, tu vas prier très fort, tu vas demander à Hachem qui te donne une femme. Alors le garçon, il va dans un endroit comme ça, et il dit, Ani rotze leitraten, et il entend un écho, ten, donne. Alors il dit, Malé à Villa. Il dit, ah, je renonce. D'accord? En tout cas, les échos, faire attention. D'accord? Les échos, faire attention. Maintenant, parce qu'ils ne sont pas toujours énormes, parce que le chauffard, il faut entendre le son du chauffard et pas le son de l'écho du chauffard. Une femme, elle peut sonner pour elle-même le chauffard? Hein? Elle peut sonner pour elle-même? Elle pourrait, ouais. Elle pourrait. En général, la coutume, c'est plutôt qu'un homme lui sonne, mais Karadine, c'est une marloquette, mais il y a des posthumes qui disent qu'elle pourrait même se sonner pour elle-même. Et la séparade ne fait pas la bracha? Ça ne fait pas la bracha, non. Mais Ashkenaz, oui. Toute mitzvah qui dépend du temps dont les femmes sont dispensées, la femme Ashkenaz qui veut la faire, elle peut faire la bracha. La femme Sfarad, elle ne fait pas. Comme le loulav et comme le... Mais alors pourquoi les femmes qui ont par exemple des enfants, etc., elles se galèrent quand même à ramener, ou que leur mari leur sonne au chauffard, ou que Parce que c'est mitzvah. Donc... Elles ne sont pas obligées, mais c'est mitzvah.
Ah, donc on a quand même la mitzvah si on écoute, même si on n'est pas Je obligé. vous ai dit, à la base, on a une en mitzvah plus, si on écoute. On n'est pas obligé, on ne pourra pas dire Vetsiva non, on ne pourra pas faire une bracha pour les Sfarad, mais on aura une mitzvah bien sûr. Donc c'est pas en plus du C'est pas du tout un plus, c'est pas une bêtise d'aller écouter le shofar pour une femme, c'est très conseillé, recommandé. Et c'est pas comme quelqu'un qui est dans la souka, il pleut à torrent, et il dit ouais mais moi c'est pas grave, moi je reste dans la souka, j'aime les mitzvot. Lui la Gemara il dit qu'il est quoi? Bête. Il est bête. Il est bête. Là c'est pas le cas. Une femme qui dit je vais écouter Etkiot, on ne dit pas qu'elle est bête, même si elle est bête. Même si c'est une femme qui est bête à part ça. Mais on lui dira, ça c'est une mitzvah. Non, pas parce que c'est une femme. Tov, vous avez compris? Vous avez compris? Tov, voilà, l'heure je crois qu'elle est passée, donc on va pas vous retenir plus. Mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc il y aura la question du tachlir. Quand est-ce qu'on le fait? Il y aura... Sur quoi on peut? Alors très bien, est-ce qu'on a le droit de dormir à Rosh Hashanah? Est-ce qu'on peut faire des prières personnelles? Il y a encore, Baruch Hashem, beaucoup de choses. Alors juste, puisqu'on a parlé du Seder de Rosh Hashanah, je voulais c'est un dernier petit point. Quand on va prendre notre date, si on s'est mis d'accord qu'on faisait sur une date, d'une part on va devoir faire la bracha Boré Peri Haetz, d'autre part on va devoir faire un Yehi Ratzon, n'est-ce pas? Yehi Ratzon, Yifanecha Hashem Elokeinu, il y a un Yehi Ratzon à réciter. Les poskim ils se sont pris la tête pendant sur des pages et des pages pour savoir dans quel ordre on fait. Ah oui. Ah, je l'avais déjà fait? Non, mais Non. notre coutume aussi. Alors pourquoi? Alors regardez, pourquoi? Si je prends ma date, je le fais très vite, hein, on n'a pas le temps maintenant. Si je prends la date et que je fais Baruch Atah Hashem Elokeinu Boré Peri Haetz, Yehi Ratzon Yifanecha Hashem Elokeinu Laotenu nanana, et que je mange, c'est quoi le problème? Il y a ça. Il y a un F-sec entre la bracha et la consommation. Très bien. Si je dis Baruch Atah Hashem Elokeinu Boré Peri Haetz, je mange ma date, donc il n'y a pas de F-sec, et après je fais mon Yehi Ratzon, c'est quoi le problème? C'est que ton Yehi Ratzon il ne se rapporte plus à rien. T'as plus rien dans ta main, t'as plus rien. Nous on veut que ton Yehi Ratzon il se rapporte sur quelque chose que tu vas manger. Et on mange la moitié. Attendez. Si tu fais Yehi Ratzon Milefanecha Hashem Elokeinu Velaotenu nanana, Baruch Atah Hashem Boré Peri Haetz et tu manges, t'as un problème, c'est quoi? C'est que d'abord tu demandes une bracha personnelle, après tu bénis Hashem. Et c'est pas bien. Avimelech, on lui a reproché ça. Avimelech, quand il a béni Abraham, il a d'abord béni Abraham et après Dieu. Baruch Abraham l'Elion ou Baruch l'Elion. On lui dit, c'est pas bien ce que tu fais. Il faut d'abord bénir Dieu et après l'homme. Donc d'abord, tu dois bénir Dieu, après tu dois faire le conseil que Rav Ovadia y donne. Et je pense que dans ce cas-là, Mamash, on a tout résolu. Si vous avez une autre coutume, c'est pas grave. Je vous rappelle que le soir de Rosh Hashanah, c'est pas juste important de manger de la pomme dans du miel. Si tu manges la pomme dans du miel et que toi tu as une tranche de Tisha B'Av, c'est pas l'état d'esprit de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il faut toi-même que tu sois d'une pomme dans le miel. D'accord? Donc, faites pas des marloktot pour ça, pour ces bêtises-là. C'est pas une bêtise, c'est une halakha, mais c'est les minagim, donc c'est pas très grave. Quoi que vous fassiez, c'est bien, vous êtes sur qui vous reposez. Le Rav Ovadia lui, il dit, comme a dit Mme Sebag, il dit tu prends ta date. Tu fais Baruch Atah Hashem Boré Peri Haetz, tu commences à manger un petit peu. Tu gardes le reste de la date dans ta main. Tu fais Yehi Ratzon, donc ton Yehi Ratzon, il est après le Boré Peri Haetz, donc très bien. Tu n'as pas eu d'interruption entre le Boré Peri Haetz et la première consommation du fruit. Tu fais Yehi Ratzon et après tu manges. Comme a dit Madame Sebag, tu fais sur un demi-fruit. Qu'est-ce qui est pire, Madame Sebag, quand vous mangez une date? Qu'est-ce qui est pire que de trouver un verre dedans? De trouver un demi-verre. Ah. Ça connaît ça, j'ai oublié. Ok? Donc, merci beaucoup d'avoir été présente. Bezrat Hashem, on continue la semaine prochaine. Et Be'atzlacha. Et Besorot Tovot, Bezrat Hashem. Moi, il fait penser quand vous n'avez pas cherché rien d'autre. Oui, il y en a juste, il y a des questions, les personnes qui sont en Zoom, ne vous gênez pas, on va mettre le son pour ceux qui veulent. Ou ceux qui veulent. Oui. Non, ça n'a rien à voir quand vous n'avez pas cherché rien d'autre. Moi, quand je m'achète des questions rouges, je pense pas faire des chercher rien sur les questions. Si c'est un beau qui souille roche, qui Oui, vous fait c'est des bons. plaisir, qui vous fait plaisir, bien sûr vous faites la bracha. Oui, non, je savais, mais j'ai oublié. Et là, pendant tout ce temps que j'en ai acheté, j'ai. Ben, Et maintenant. c'est trop tard. Maintenant que vous l'avez déjà porté une fois et que vous l'avez déjà retiré, c'est trop tard. Mais Faut que j'en achète un autre pour. Bezrat Hashem. Il y a des questions sur les personnes en Zoom. S'il y a des questions, dites-les. Non, je Vous sais avez une pas, question? sur les robes et tout. Le matin de Shabbat, qui sera Rosh Hashanah, sachant que c'est Yom Tov, est-ce qu'on est obligé de faire Kiddush avant de manger? Ou c'est comme Shabbat? Je sais pas, à Pessah, je sais que le premier jour, on est obligé de faire Kiddush. Yom Tov, c'est comme Shabbat pour qui douche. Ah, c'est la même chose? Ouais. Donc on peut manger avant la tefila et... Exactement. On peut manger des petites choses. D'accord.
Par rapport au chopard, j'avais dit, Bah ouais. c'est la même chose Avant que qu'on maisonne. De quoi, de quoi? le chopard, le nom de chopard. Il y a, Ouais, il y a c'est comme des chopard. mots précis, mais je ne comprends pas qui se Ah, disent. peut-être là. Mais est-ce que c'est la suite par rapport à Kippour ou c'est deux parties différentes? Vous, ce que vous devez entendre, c'est les tkiot.